Oui, toujours en forme, grâce à Dieu, malgré le confinement et le virus. Salam, Noureddin. Bonsoir, Eliane. Ne sois pas surpris, Sylvain, parce que il y a tous mes amis qui sont derrière leur écran. Donc, comme qu'ils écrivent des petits messages, je leur dis bonjour, bonsoir, Gabriel et Pierre. Ah, depuis Sully, génial. Bravo, bravo, Pierre et Gabriel, depuis Sully. Et moi, depuis le Gard. Salut, Dominique. Salut, Dominique. Bonsoir, Juliette. Leila Tov, c'est pas mal. Bonsoir, Nicole. Et Pierrette, ma chérie Pierrette, bonsoir. Monique, Étienne, tu es en France, Monique, comment tu es là? Ah, maintenant, il est sur Facebook. Bonsoir, Josiane. Ah, Arlon, tous les amis d'Arlon. Bonsoir, les amis d'Arlon. C'est génial, le webinaire. Enlever. Voilà, bonsoir tout le monde. On va commencer la conférence. Ça y est, on est bien en ligne. C'est la première année qu'on organise une conférence pour la Journée des Nations Unies pour la solidarité avec le peuple palestinien en conférence par webinaire, donc en digital. Ça fait, chaque année, on l'organise et là, ça fait un peu bizarre de vous retrouver juste par écran interposé. Je suis ravie de vous accueillir ici et je salue tous les membres qui sont connectés, ainsi que les amis de France aussi via la plateforme des ONG françaises. Je ne vais pas présenter longuement les orateurs parce que vous les connaissez très bien. Leila Chahid, qui a été à Bruxelles ambassadrice pour la Belgique, pour le Luxembourg et pour l'Union européenne. Et Sylvain Sipel, qui est journaliste, auteur de nombreux ouvrages et journaliste à Orient 21. Mais ça, je vais laisser Leila le présenter plus longuement. Donc, moi, je vous retrouverai en fin de conférence pour les questions-réponses et je vous souhaite une très belle conférence et à tout à l'heure. C'est à toi, Leila. Merci, Nadia. Merci, Nadia. Vous m'entendez tous? Est-ce qu'ils m'entendent, Nadia? Oui, bien sûr. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Je vois des noms. Je vois Sus Van Elsen et Maria qui viennent de rejoindre. Je vois Hassan Balawi. C'est vraiment une géniale invention, le webinaire. Et je voudrais te remercier, Nadia, parce qu'en fait, cette conférence ne devait pas être par webinaire. Je devais venir avec Sylvain en mars pour la Journée de la Terre, parce que lorsque j'ai lu ce livre qui est sorti exactement au moment du confinement, j'ai tout de suite dit à Sylvain, il faut à tout prix le présenter au public belge, à nos amis belges qui seront très intéressés. Et nous avons pris date avec Nadia pour une conférence en public avec vous tous à Bruxelles le 30 mars. Et bien sûr, on a été confinés le 17 mars, donc on n'a jamais tenu la conférence. Et donc, on est passé de la Journée de la Terre à la Journée internationale de sanité qui va être demain. Donc, je suis très heureuse qu'on le fait quand même, parce que je pense que ce livre remarquable de Sylvain Sipel, absolument remarquable, pas que celui qui l'a précédé n'était pas remarquable, Les Emmurés, qui est sorti
En quelle année il est sorti? En 2005? En 2006. En 2006. En 2006. Et donc, je l'avais déjà trouvé très bon. Et je voudrais remercier ton éditeur, La Découverte, de t'avoir poussé à faire un deuxième que eux qu'on considère comme une suite, que moi je considère comme un outil tellement important pour rendre l'évolution de la lecture de la politique israélienne, de la société israélienne, de l'histoire contemporaine israélienne plus intelligible, plus compréhensible. Et donc, je suis très contente qu'on puisse le faire. Je suis en particulier contente aussi parce que il a fallu que je te tire, parce que tu es quelqu'un qui pêche par un excès de modestie, ce qui est rare de nos jours. Tu es un très grand journaliste, à mon avis, personnellement, et moi, je lis beaucoup la presse. Je connais les copains, je connais Sylvain Sipel seulement depuis 38 ans, figurez-vous. Ça donne une idée de nos âges, tous les deux. Et je pense que tu as... il travaille aujourd'hui à Orient 21, vous pouvez le lire à Orient 21, vous connaissez Orient 21, fondé par Alain Grèche. Il a travaillé aussi au Monde pendant très longtemps, une grande partie en France, en couvrant Israël, mais aussi aux États-Unis pendant 6 ans à New York. Et il a été le rédacteur en chef aussi de Courrier International, qui est un magazine que j'apprécie beaucoup parce qu'il traduit la presse internationale. Et je trouve que Sylvain n'est pas assez connu en Belgique, n'est pas assez connu dans les pays qui s'intéressent à la Palestine, où il y a des organisations comme la plateforme le connaît parce qu'il est français, mais dans des pays où il n'est pas nécessairement dans la presse quotidienne, mais là où nous avons des amis francophones qui peuvent le lire, c'est important de faire connaître son travail, et ce livre en particulier, vous savez, comme moi, comme vous d'ailleurs, nous lisons beaucoup de choses sur Israël, et je ne pensais pas, lorsque j'ai commencé à le lire, lorsque Sylvain m'a dit qu'il était en train de l'écrire, jamais je n'ai pensé que j'allais être accrochée au livre comme ça, parce que je pensais savoir tout sur Israël. Et je trouve que ce livre arrive à un moment extraordinaire, parce que c'est le livre aussi de Sylvain à l'étape de sa vie. Si vous lisez les magnifiques premières pages, où il parle de son père pour la première fois, lui qui ne parle jamais ni de Solange, ni d'Ariel, ni de ses filles, soudain, dans les premières pages du livre, et je pense que c'est très important à un moment donné, même pour les journalistes, les historiens et les sociologues, de personnaliser un peu, vous comprendrez le cheminement de Sylvain, qui a eu une vie israélienne, et une vie française et une vie américaine. Et que ce sont ces trois possibilités, c'est le fait qu'il a fréquenté les langues, les sociétés, les milieux, qui fait qu'il a une capacité de comprendre Israël de l'intérieur, mais aussi de la diaspora, parce qu'il est redevenu un juif diasporique après avoir été un juif israélien. Et il est français aussi, et il est surtout un citoyen du monde. Et je trouve qu'en ayant toutes ces caractéristiques, et en venant d'un milieu yiddish, puisque son père est originaire d'Ukraine, je pense, n'est-ce pas, Sylvain? Absolument, oui. Je pense que ça lui donne une perception. Malheureusement, son papa n'est plus là puisqu'il est décédé en 2000, mais je ne veux pas le paraphraser ni vous le lire, mais lisez les premières pages de l'introduction du livre. Elles m'ont beaucoup, beaucoup ému. Et donc, je dirais que pour moi, Sylvain, ce que je voudrais que tu fasses avec tous nos amis, parce que tous ceux qui t'écoutent ont été des amis pendant 10 ans en Belgique et beaucoup sont en France aussi, je voudrais que tu parles. Le livre, pour moi, il a 2 pôles. Le premier est, comme je l'ai dit, une analyse de comment on est arrivé là où on est aujourd'hui, ce qui est quand même grave. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël est très grave pour les Palestiniens, mais avant tout pour les Israéliens et pour tous ceux qui sont dans la diaspora concernée par Israël. Et je voudrais que tu leur parles de comment tu analyses dans tous les premiers chapitres. Et puis, il y a quelque chose qui tombe bien avec ce que nous vivons maintenant avec la défaite de Trump et l'élection de Biden, c'est que tu as une très bonne connaissance des États-Unis puisque tu as travaillé comme journaliste à New York pour le journal Le Monde, et tu l'as très bien couvert d'ailleurs, mais aussi tu connais très bien la diaspora juive américaine et les mouvements de jeunes, les nouveaux mouvements politiques des jeunes juifs. Donc, commençons peut-être par raconter à nos amis
comme tu veux, parce que c'est toi qui vas parler beaucoup plus que moi. Toute l'idée est de faire connaître ce travail. Et voilà, je vais me taire, ce qui est difficile, mes copains savent, mais je vais même m'être muet pour me taire. Non, mais alors j'ai juste une question. Je vais quand même pas parler pendant 1 h 15 maintenant. Il faudra Non, bien. non, non. Non, je vais commencer comme ça. Ah, j'entends plus. Je n'entends plus. Oui, tu n'entends plus parce que Ça y est, je me suis faite muette moi-même, ce qui est une très grande concession. Mais je te dirai, t'inquiète pas, on échangera, je commenterai, tu commenteras, ce que tu veux. Maintenant, tu vas déjà commencer par parler d'Israël aujourd'hui. Et je vais me mettre au muet pour qu'il n'y ait pas d'écho. D'accord. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, j'ai sorti ce livre qui s'appelait Les Emmurés, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui était une forme de bilan sur... Ça venait juste après l'échec des négociations de Camp David, et ensuite l'intifada. Et quand j'ai rédigé ce livre en 2003-2004, j'ai assez vite compris que l'intifada allait échouer. Elle n'a pas échoué complètement, mais on n'est pas là pour parler de cette période-là, mais j'ai fait ce livre à cette époque-là. Et ce que je voulais faire comprendre, c'était l'évolution à la fois du sionisme dans son rapport à son environnement et l'évolution de cette société israélienne qui, au fond, n'avait pas été capable de trouver la voie d'un accord qui était indubitablement à portée de la main s'ils avaient été en capacité de comprendre quels sont les enjeux fondamentaux pour les Palestiniens. Ils n'en ont pas été ils en ont été incapables. Et de ce point de vue-là, et les Américains qui étaient supposés faire le lien entre eux en ont été tout autant. Précisément parce qu'ils étaient beaucoup trop proches des Israéliens. Et donc, j'ai fait ce livre qui s'appelait Les Emmurés et qui était essentiellement une analyse de la manière dont le déni domine la société israélienne. Et donc, je vais donner un exemple du déni. Dès que la guerre, appelée la guerre d'indépendance, qui survient, qui débute en fait avant l'indépendance, mais qui débute formellement le jour de la création d'Israël, lorsque cette guerre se termine, Israël a élargi son territoire de 50%, un peu plus, un peu moins, et Ben Gurion, qui est alors le créateur de l'État, convoque un certain nombre de personnes. Et il charge un historien israélien, qui s'appelait Dinour à l'époque, d'écrire les manuels d'histoire pour les enfants. Et il leur dit: nous n'avons jamais expulsé un seul arabe. Ils sont partis volontairement. Et ça devient le mantra du sionisme. Moi, j'ai été dans un mouvement de jeunesse sioniste à l'âge de 9 ans. Et j'y suis resté jusqu'à la fin de mon adolescence, jusqu'à ce que j'ai 18 ans, 19 ans. Eh bien, c'était le dogme. Il n'y avait pas eu d'expulsion. C'est-à-dire, c'est un déni. Et quand l'éditeur l'a découvert, donc je raconte ce déni de manière très développée dans Les Emmurés, qui est ce premier livre. Et je raconte comment il se manifeste, de mille et une façons. Et puis, quand, à peu près en 2015, l'éditeur l'a découverte, m'a dit: tu devrais faire un autre livre. Au début, j'ai dit non. Parce que j'ai dit, moi, je ne fais pas un livre de news, je fais un livre d'analyse des situations. Et malheureusement, ce qui est effroyable dans le conflit israélo-palestinien, c'est que tous les jours, il se passe quelque chose, et en fait, il ne se passe rien. Jamais. C'est-à-dire que le fond de la situation ne change pas, n'est pas modifié. Et donc, j'ai dit non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis, petit à petit, ça a mûri.
Et ce qui compte, c'est pourquoi ça a mûri. Je donne un exemple dans le livre, donc, l'État d'Israël contre les Juifs. C'est un film qui a été fait par une cinéaste israélienne. C'est un film qui s'appelle Manchie. Manchie, c'était le nom d'un quartier de Jaffa. À Jaffa, plus de 90% de la population a été expulsée. Il n'a pas été expulsé après que la guerre avec les pays arabes commence. Il avait déjà été expulsé. La population avait été expulsée plusieurs semaines avant la guerre. Donc, il y avait une guerre civile interne. Et donc, dans ce village, dans cet endroit, ce quartier de Jaffa, ont été logés beaucoup d'immigrants juifs, dont des Marocains, beaucoup de Marocains, mais il y avait des Roumains, il y avait d'autres, des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde, essentiellement des Marocains. Et un jour, à la charnière des années 60 et 70, il y a eu une décision de transformer ce quartier en un quartier, c'était très proche de la mer, et donc ils voulaient faire une très belle plage, un quartier pour touristes, un quartier commercial. Donc on a rasé, on a laissé deux choses, la mosquée et il y avait un musée pour l'Irgun, l'organisation Etzel, l'organisation d'extrême droite, disons de la droite nationaliste sioniste. Tout le reste a été rasé. Et à un moment, dans son film, il y a un professeur d'université avec un groupe d'étudiants qui viennent visiter ce quartier. Et puis, ils ont un guide qui est donné par la mairie pour leur faire visiter. Et le guide raconte comment on a expulsé les gens dans les années 60-70 pour construire un quartier commercial. Et à un moment, le professeur dit « Mais monsieur, vous oubliez de dire quelque chose. » Alors le type dit quoi? Il dit « Avant qu'on expulse dans les années 60 ces juifs, qui d'ailleurs ont été indemnisés, on a expulsé 90% de la population, dont tous les habitants arabes du quartier, en 1948, et personne n'a été indemnisé. » Et alors le guide dit « Oui, mais pourquoi voulez-vous que je parle de ça ?» Le type dit parce que c'est une vérité historique, c'est l'histoire. Si vous parlez d'histoire, il faut en parler. Et le type dit en anglais « fuck history ». J'emmerde l'histoire. Et il dit « l'histoire est écrite par les vainqueurs. Monsieur, c'est comme ça. » Alors là, quand j'ai vu ce film, je me suis dit quelque chose s'est passé en Israël. Parce que avant, quand on dénie un crime, on dit nous ne l'avons pas commis, nous n'avons expulsé personne. Bien sûr, c'est problématique. Les gens savaient bien qu'en 1948, il y a eu peut-être quelques bavures, des choses comme ça. Mais on est dans une posture où nous n'avons pas commis de crime. Ce déni est très problématique parce qu'il empêche d'accepter l'autre et d'entendre sa version. En même temps, qu'est-ce que dit ce crime? Qu'est-ce que dit ce déni? Il dit on n'avoue pas le crime. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on l'avoue, alors nous ne pouvons plus clamer être les victimes. Nous ne pouvons plus prétendre que c'est nous les victimes. Et donc, 40 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, ce type de la mairie dit « mais j'emmerde l'histoire ». Et il représente une mentalité israélienne actuelle qui est massivement partagée dans la population. Vous rencontrez énormément de gens qui vont vous dire « mais bien sûr qu'on les a expulsés ». Et vous savez quelle a été la plus grande erreur de Ben Gurion? C'est de ne pas expulser tout le monde. Il fallait expulser ceux qui sont devenus arabes israéliens, il fallait prendre tous les territoires, il fallait prendre la Cisjordanie, il fallait prendre Gaza. À l'époque, on aurait dû le faire, il fallait expulser tout le monde. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on assume le crime. On n'a pas de problème à le reconnaître. C'est une mentalité extrêmement différente. Ça n'est pas le principe du déni. Dans le principe du déni, on veut préserver une image
positive, une image humanitaire. On se fout totalement de préserver une image. On considère qu'on est dans son bon droit. Cette terre nous appartient et que le monde entier peut aller se faire foutre. Là, il y a un tel changement que à un moment, je me suis dit, bon, ben, je vais le faire, ce livre. Je vais le faire. Et je vais raconter ce basculement, d'où il vient, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que c'est ça qui m'a motivé à faire ce livre. Est-ce que je peux te demander comment tu qualifierais la situation actuelle? Ça veut dire que la manière de lire l'évolution en Israël se limite la plupart du temps à nommer les membres du gouvernement, à dire que ce sont des religieux, des ultra-droites, à attribuer tout à Netanyahou. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est ce que tu analyses dans la texture sociale de la société israélienne. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment, en l'espace de à peine 50 ans, qui est depuis l'occupation de 67, comment est-ce qu'un pays où la gauche travailliste, que tu connais bien, puisque ton père vient de cette tradition-là, tu as commencé par en faire partie avant d'aller vers des positions beaucoup plus radicales du Maspen, comment tu expliques qu'en l'espace de 50 ans, dans un pays qui est très politisé, moi aussi j'ai beaucoup circulé en Israël, comment est-ce qu'on peut passer de ce genre de culture, en tout cas pour les jeunes, pour les militants, pour les intellectuels, comment on peut passer de ça à une forme d'idéologie raciste, ou en tout cas de la tolérer, puisqu'on n'entend pas leur voix, ceux qui ne veulent pas de cette idéologie, qui aujourd'hui se fait appeler un système d'apartheid. Dans le monde entier maintenant, c'est ce qu'on dit, le nouvel apartheid, il n'est plus en Afrique du Sud, il est en Israël. Il y a une chose qui me paraît... Comment on passe de l'un à l'autre en moins d'un demi-siècle? Eh bien, ça s'appelle l'occupation. Quand Israël expulse, il faut se souvenir quand même qu'Israël, dans la guerre d'indépendance, expulse 87% de la population qui habite sur le territoire qu'elle va occuper ensuite. Ils expulsent quasiment tout un peuple. Il reste, et dans la population israélienne, une fois qu'on a compté les nouveaux immigrés qui arrivent, disons, dans les 3 premières années, entre 48 et 50, la population palestinienne qui reste, c'est moins de 10%. Aujourd'hui, c'est 20%. Mais à l'époque, c'était 10%. Jusqu'en 67, on peut dire d'abord que les Palestiniens n'existent pas, on peut dire, et cette population, pas seulement parce qu'elle est vaincue, mais c'est une population extrêmement minoritaire. Extrêmement minoritaire. Ce n'est pas un peuple. À partir de 67, il y a un basculement dont les Israéliens, en grande partie, ne sont pas conscients. À partir du au moment où Israël envahit la Cisjordanie et Gaza, à la fin de la guerre, il se retrouve dans une situation où il y a 60% sur un territoire commun, puisque les Israéliens dominent la totalité de ce territoire. On se retrouve avec 40% de Palestiniens et 60% d'Israéliens. Déjà, le rapport démographique n'est plus le même. Et il a, malgré 1 million de Juifs soviétiques qui sont venus, malgré le sionisme qui essaie de faire encore venir du monde, etc., aujourd'hui, les deux populations, si on prend le territoire qui réunit Israël et la Palestine, aujourd'hui, ces deux populations sont absolument équivalentes. Un peu plus de 6,5 millions de chaque côté. Qu'est-ce qui se passe? En 50 ans d'occupation, vous avez une population israélienne qui, aujourd'hui, disons, les gens qui n'étaient pas encore nés ou qui avaient moins de 12 ans à l'époque, représentent entre 85 et 90% de la population israélienne actuelle. 50 ans ont passé. Ces, disons, 85% n'ont jamais connu une autre situation que celle de l'occupation d'un autre peuple. Et
ils ont vécu avec cette occupation et avec cette occupation perçue comme légitime. Donc, ce que voulait éviter le sionisme est un mouvement à caractère colonial, mais ça n'est pas la colonisation de l'Algérie. C'est une colonisation non pas de peuplement, mais c'est pas une colonisation économique. Il ne s'agit pas de faire suer le burnous. On ne vient pas pour faire travailler les Arabes à notre place. Non, on veut créer une société intrinsèque, sans Arabes, dans lequel c'est nos ouvriers à nous qui travailleront. Donc, et ils y arrivent de manière assez remarquable en 1948, c'est-à-dire qu'ils expulsent tout le monde. Ils créent la fameuse société juive dont ils rêvent et qui reste juive. À partir de 1967, même si ils décident de transformer les Palestiniens qui vivent à côté d'eux ou même avec eux en ombre transparente, invisible, on n'en parle pas, on ne se préoccupe pas d'eux. On les réprime quand c'est nécessaire, mais c'est tout. Mais cette situation est bouleversée. En réalité, progressivement, il y a 50-50. Et donc, on s'habitue à l'idée de l'oppression d'un peuple sur un autre. Nous sommes légitimes et ils ne le sont pas. Tout ça va fabriquer des mentalités nouvelles. C'est ça qui va se passer. On va progressivement justifier. Alors, ça va être des justifications pour les religieux, c'est assez facile, c'est Dieu nous a donné cette terre, elle est à nous, et voilà. Et comme ça, la question est réglée. Et quand on est laïque, on trouve toutes les bonnes raisons sécuritaires, enfin, etc., etc. Tout ce qu'on voudra trouver comme raison. Le fait est que non seulement on ne rend pas les territoires, mais en plus, on les colonise en permanence et on expulse les populations et on fait tout pour rendre la vie impossible aux gens. Ça crée une situation qui est assez simple aujourd'hui. Le centre de la vie politique israélienne a disparu. Aujourd'hui, les gens du Parti travailliste parlent comme parlaient les gens du Likoud il y a 30 ans. Pareil. Aujourd'hui, tout ce qui était le centre de la vie politique n'existe plus. Il y a eu une droitisation absolument sidérante on oublie, ça n'a pas commencé avec l'intifada, mais ça s'est renforcé de manière énorme avec l'intifada. Donc à partir de 2000. En fait, l'arrivée de la droite coloniale au pouvoir, c'est 1978, c'est Begin. Mais ça commence, mais le vrai basculement, c'est à partir de 2000. C'est la seconde intifada. Et de ce point de vue-là, vous avez une société où vous avez d'un côté, disons, allez, 85% des juifs israéliens qui sont des gens qui sont complètement embrigadés, y compris à leurs propres dépens et à leurs propres défauts, mais qui sont embrigadés dans une mentalité coloniale. Je peux vous raconter une histoire, vous allez comprendre tout de suite. C'était juste au début de la seconde intifada. Moi, j'ai une cousine qui habite Jérusalem. Elle est un peu plus âgée que moi, ils ont 3 enfants, etc. Donc, pour Le Monde, j'avais été envoyé pour couvrir l'intifada. Mais un soir, j'avais du temps, j'ai été la voir. On commence à discuter et au bout de, je sais pas, 20 minutes, elle me dit, bon, écoute, elle n'était évidemment pas du tout d'accord avec moi et avec ce que je disais. Elle me dit, écoute, on s'aime beaucoup par ailleurs. Et donc, elle me dit, bon, on va arrêter de discuter. Je suis incapable de discuter avec toi parce que toi, tu baignes dans la politique et dans l'histoire et dans tout ça et tu en connais 10 fois plus que moi. Donc, je ne peux pas te répondre, je n'ai pas les moyens de te répondre. Mais je vais te dire, qu'est-ce que moi je pense profondément. Ben, je lui dis, vas-y. Et elle me dit, moi personnellement, je suis d'accord pour la paix, je suis d'accord pour rendre tous les territoires, sans exception, y compris Jérusalem. Je m'en fous s'il y a la paix. Je suis d'accord, j'ai une seule condition. Alors je lui dis, c'est quoi ta condition? Et elle me dit cette phrase, ils nous prennent tous nos Arabes. Donc, on expulse la totalité de la population israélienne, arabe israélienne, et on la fout de l'autre côté. Donc, on vit tout seul.
Il n'y a plus d'Arabes chez nous. On est juste entre Juifs. Quand elle dit on vire ils nous prennent tous nos Arabes, je vous assure, peut-être que je suis naïf, mais c'est pas une femme raciste. Ça n'est pas une femme raciste en ce sens qu'elle n'a pas d'hostilité particulière pour les Arabes, pour les Noirs. Non. Tout ce qu'elle veut, c'est vivre dans un entre-soi. Personne d'autre. C'est une pensée totalement ethniciste. Elle ne sait pas que c'est mal. Elle ne sait pas que c'est un racisme insupportable. Elle ne sait pas qu'il y a des gens, parce que si d'autres gens lui faisaient ce qu'elle veut faire aux gens, aux Arabes, les Arabes, elle les prend, elle les déplace. Ce n'est pas des gens qui vivent, ce n'est pas des gens qui ont des vies, qui ont des amours, qui ont des difficultés. Non, on les prend, on les met ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une évolution de toute la population. Donc, la disparition de ce centre a généré deux choses. Un énorme renforcement de la pensée coloniale et de la culture coloniale. Disons 85% de la population. Parce que ma cousine, ce n'est pas du tout une extrémiste coloniale. En fait, elle s'en fout de la colonisation. Elle ne veut pas voir d'arabe. C'est tout. Mais il y a les autres 15%. Et les autres 15%, eux non plus ne sont pas restés sur place. Moi, il y a 45 ans, quand j'étais militant politique en Israël, je me rappelle, j'étais à la première manifestation devant la Knesset contre la guerre, contre l'occupation, en 1969, donc 2 ans après. Il y avait 80 personnes. C'est tout. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers d'Israéliens qui disent qu'il faut se tirer des territoires, ça va être la catastrophe. Et ça va être notre perte et notre fin. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais ça n'a aucun avenir, cet apartheid. Ça n'a aucun avenir. Certains sont des militants formidables, ils sont à Breaking the Silence, ils sont à B'Tselem, ils sont dans plein de... Il n'y a plus d'organisations politiques, mais il y a énormément d'ONG qui sont très courageuses. Ils sont aussi très minoritaires et ils sont aussi très ostracisés. C'est ça que j'ai essayé de décrire dans le livre. C'est ce basculement du déni vers l'assomption du crime et comment cette société évolue et bascule très massivement dans une pensée coloniale, mais aussi les pôles de résistance se renforcent. Moi, je n'ai pas connu ça. Il n'y avait pas un journaliste à mon époque qui écrivait dans Haaretz ce qu'écrit Gideon Levy. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a des gens comme Gideon Levy, comme Amir Ahaz, mais comme d'autres qui racontent et qui font leur travail de journaliste. C'était impensable il y a 40 ans. On ne lisait jamais ce qu'ils écrivent. Donc, il y a les deux. Alors, il ne faut pas comparer les deux. Le mouvement à droite coloniale est immensément plus puissant. Mais il ne faut pas ignorer l'autre. Sylvain, est-ce que tu peux nous identifier ces jeunes et moins jeunes, femmes, hommes de toute origine que nous voyons sur les images, puisque personnellement je ne peux plus aller en Palestine pour le moment, qui manifestent depuis plusieurs mois, toutes les semaines, par milliers? Oui, donc, mais c'est vrai que c'est un mouvement qu'on n'attendait pas. Et bien sûr, le corona a été, en tout cas, la terrible gestion de Netanyahou du corona, les 3 procès auxquels il fait face, sa corruption insupportable, son amour pour Trump, qu'il a quitté malheureusement pour lui, est tel que ça a alimenté. Mais identifions-nous qui ils sont, ces Israéliens. Alors, bon, d'abord, il faut que je dise une chose, c'est que ça fait, à cause du corona, précisément, ça fait maintenant plus d'1 an que je n'ai pas été en Israël. Donc, je n'ai pas vu ces manifestations et je n'ai pas travaillé. Donc, mais je crois qu'il faut faire attention. Il y a une hostilité politique, mais il y a une hostilité plus populaire. Et il y a une hostilité personnelle à Netanyahou, une hostilité plus populaire. Okay. Populaire, voilà, qui n'est pas vraiment politique. La question, justement, Gideon Levy a fait un papier
Ces gens sont formidables, ils veulent que Netanyahou s'en aille parce que c'est vraiment un corrompu, etc. Et ils n'ont jamais un mot à dire sur qu'est-ce qui se passe à 20 km de chez eux en Palestine. Et ils se taisent. Bon, c'est un mouvement. Alors, je pense que parmi eux, il y a aussi une opposition de gauche, parmi ces gens-là. Mais je pense que la masse est essentiellement. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent plus du comportement de Netanyahou. C'est un comportement. D'abord, il est avéré quand même qu'il est très profondément corrompu. Il y a une affaire qui est peut-être la pire de toutes, pour laquelle il ne sera vraisemblablement pas jugé, Ah bon? qui est une affaire. Oui, c'est la vente d'un sous-marin aux Israéliens qu'il a fait contre la volonté de l'état-major israélien et qu'il a fait par une opération qui est passée par un cousin à lui au Texas. Enfin, et évidemment, il a eu il a reçu des commissions invraisemblables. Donc, de ce point de vue-là, il y en a trop maintenant. Il est un peu comme Trump, c'est-à-dire qu'il a une base qui sont des gens d'une fidélité absolue. Comme Trump, il avait dit, je pourrais tuer quelqu'un dans la rue à la 5e avenue à New York, il ne m'arriverait rien. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils le soutiendront quoi qu'il arrive pour toujours. Bon. Mais quand même, il y a de plus en plus de gens qui ne supportent pas sa corruption. Et l'affaire du coronavirus a terriblement, il en a terriblement pâti pour une raison simple. C'est que les religieux ultra-orthodoxes, hein, ceux qui ont les papillotes, ont longtemps dit, un peu comme les évangélistes d'ailleurs aux États-Unis, ils ont longtemps dit, mais tous ces confinements, tout ça, ça sert à rien. De toute façon, c'est Dieu qui décide, qui vit et qui meurt. Donc, on n'est pas là pour voilà. Et il faut que les gens puissent aller à la synagogue. Il faut arrêter. Bon. Et donc, comme il a besoin de ces gens-là dans sa coalition, et qu'ils l'ont menacé s'il fait s'il décide de faire un nouveau confinement, ils l'ont menacé de quitter la coalition, il se retrouvait en minorité. Il n'avait plus de gouvernement. Alors il a fait ce qu'ils ont demandé. Il a tout simplement fait ce qu'ils ont demandé. Ça a choqué énormément de gens. Ça a choqué énormément de gens qui ont dit, mais enfin, en fait, la politique se résume à son intérêt personnel et à son intérêt politique. Il ne prend pas les décisions en fonction des besoins des gens, il prend des décisions en fonction de ses intérêts politiques. Et je pense que ça, plus une dégradation quand même, comme un peu partout, de l'économie, qui touche énormément les gens les plus pauvres et ceux qui sont au seuil de pauvreté, je pense que tout ça coalisé explique ce qui est en train de se passer. Il y a un vrai mouvement de détestation, mais qui porte plus contre Netanyahou lui-même que sur un fond politique identifié. En tout cas, ce n'est pas sur la question palestinienne, malheureusement. Comme le temps avance, je voudrais maintenant te demander la relation entre l'État d'Israël et certains gouvernements d'Europe, en particulier ceux qui ont été les plus antisémites dans leur histoire et qui sont aujourd'hui les plus grands alliés. Tu as des chapitres très importants sur la Pologne, sur la Hongrie, sur le Brésil, qui n'est pas en Europe, mais qui est toujours sur les mêmes positions. Et comment c'est perçu en Israël même? Je ne comprends pas comment, étant donné l'antisémitisme de quelqu'un comme Orban, ça ne choque pas que Netanyahou aille le voir, qu'il est invité en Israël. Et donc, ça, c'est une partie. Et après, je voudrais qu'on commence à parler d'Israël et de la diaspora juive en Europe, mais aussi aux États-Unis. Commençons peut-être avec les États. Avec les États. Bon, d'abord, il faut dire quelque chose. Il y a quelque chose d'énigmatique. À partir des années, après le procès Eichmann, Israël, qui s'était, je ne peux pas dire désintéressé de l'Holocauste, mais qui en tout cas avait éduqué ses enfants dans l'idée que finalement, les gens étaient morts parce qu'ils n'avaient pas d'État et ils auraient mieux fait de venir vivre en Palestine que de rester là où ils étaient. Alors, ils ne disaient pas que c'était bien fait pour eux, mais enfin, voilà. Mais à partir de 1965, il y a eu un vrai basculement. Et la Shoah est devenue un élément de plus en plus cardinal de l'identité israélienne, c'est-à-dire la mémoire de la Shoah.
j'en parle déjà dans mon premier livre, j'en reparle un peu dans celui-là, moins longuement. Il y a quelque chose qui, pour moi, est, je ne sais pas comment dire, de l'ordre, il ne faut pas utiliser des grands mots, mais de la trahison. C'est-à-dire que dans la Shoah, sont morts des Juifs qui étaient sionistes, qui étaient communistes, qui étaient bundistes, qui étaient fascistes même, et surtout, sont morts des Juifs qui n'étaient rien d'autre que Juifs. C'est-à-dire, ils n'avaient pas d'engagement politique, ils sont morts que parce qu'ils étaient Juifs. Et ce drame appartient à tous les Juifs. Cette tragédie appartient à tous les Juifs. Israël s'est positionné comme non seulement comme le représentant, parce que c'est un État historique de cette tragédie, mais le seul légitime. C'était déjà très problématique. Avec Netanyahou, c'est arrivé à un niveau absolument ahurissant. Parce que fondamentalement, il vient lui-même, à titre personnel, a reçu une éducation fasciste, pas du tout fasciste dans le sens hitlérien, mais dans le sens primaire du fascisme. Son père était un historien assez important, très grand admirateur de Mussolini. Et ça a été l'atmosphère, et il l'a été toute sa vie. Et ça a été l'atmosphère politique dans laquelle Netanyahou a été éduqué. Il a grandi. Voilà, il a grandi et il est resté. Et donc, il fait partie d'un sionisme qui est ethniciste, comme le sont tous les nationalismes d'Europe de l'Est, peut-être si on exclut la Tchéquie, mais bon, peu importe, quasiment la totalité des nationalismes d'Europe de l'Est. Mais il n'est pas seulement ça, il est comme les Tchétniks, il est hyper nationaliste, ethniciste. Et il est resté. Ben Gurion l'était aussi. Oui, d'où sa proximité avec Trump. Bien sûr, d'où sa proximité avec Trump et les white nationalists et les nationalistes blancs. Évidemment, elle est là. Et d'où sa proximité avec tous les ethnicistes, avec Modi en Inde et son rapport aux musulmans, par exemple, avec Orban en Hongrie. Il y a là une communauté de pensée et d'intérêt et de conception du monde qui est flagrante. C'est arrivé à un point, je le détaille, je ne vais pas raconter tout le chapitre de mon livre, ça prendrait 2 heures, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois plus Leïla là, donc bon. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah d'accord, parce que je ne voyais plus Leïla, donc voilà. Donc, juste pour terminer, il y a Netanyahou a passé des accords, y compris des accords honteux avec la Pologne pour le prochain musée de l'Holocauste qui va se passer. Il a fait pire avec Orban. Il a fait quelque chose de sidérant. Orban mène la campagne contre George Soros. Et il y a en Hongrie des relents très profondément antisémites contre George Soros. Il a, à un moment, l'ambassadeur d'Israël en Hongrie a écrit à Orban et lui a dit « Les gens de votre parti disent des choses épouvantables sur Soros et ouvertement antisémites. Vous devez intervenir pour faire cesser ça. » Qu'est-ce qu'a fait Netanyahou? Il a appelé son ambassadeur et il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un vous a demandé de vous insérer dans les problèmes intérieurs de la Hongrie? Mais ça n'est pas votre problème, ce que fait le Premier ministre hongrois. Non seulement vous allez le rappeler, mais vous allez vous excuser. » Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a dû faire. Et c'est ça, Netanyahou. Et ça, c'est une évolution importante parce qu'aux États-Unis, Netanyahou et sa politique sont liés à des politiques, et les gens qui soutiennent Netanyahou, y compris autour de Trump, sont liés à des milieux qu'on appelle suprémacistes blancs. Et
il est indubitable que ce sont des regroupements antisémites. D'ailleurs, ils ont fait des actes antisémites. Ils l'ont fait à la synagogue de Pittsburgh, ils l'ont fait à Charlottesville, etc. Ils l'ont fait. Mais Netanyahou, à chaque fois, prend la même position que Trump. Et surtout, les gens de Netanyahou disent « Oui, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'antisémitisme musulman et rien d'autre. » C'est un phénomène parce que les alliances avec la mouvance fascistoïde, qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit en Hongrie, qu'elle soit en Pologne ou en Inde, cette proximité lui est plus importante que la défense des Juifs dans la diaspora. Il n'y a pas d'autre explication possible. Ah oui, voilà, on revient. Oui, oui. Ça c'est les lignes à la campagne, excusez-nous. Bon, pardon, c'est bien de c'est pas génial pour les lignes de Wi-Fi. Bon. Poursuis, Sylvain, je te suis. Non, j'ai à peu près, j'ai fait le tour de la question du rapport à l'antisémitisme. Si vous voulez, je peux raconter, il y a quand même quelque chose de sidérant. Je me suis vraiment interrogé. Il a une obsession, Netanyahou. Il l'a écrit dans un livre et il l'a répété il y a 2 ans devant tout le Congrès sioniste international, du mouvement sioniste international. Il l'a répété. Il a dit, en 1941, il y a eu une rencontre entre le mufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, et Hitler. À cette rencontre, Hitler a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces juifs ?» Et Husseini a dit « Brûlez-les tous ». Non, dans un premier temps, il a dit on pourrait… ah oui, parce que, excusez-moi, Haj Amin al-Husseini, il ne faut pas les laisser aller en Palestine, parce que sinon, ils vont prendre notre place. Brûlez-les tous. La rencontre a duré 10 minutes. Elle n'a eu absolument aucune importance historique. Absolument aucune. Eh bien, Netanyahou transforme le mufti de Jérusalem en l'homme qui a donné l'idée de faire les camps de la mort à tous les spécialistes à Hitler, tous les spécialistes de la Shoah, tous, y compris des gens complètement sionistes, y compris des gens tous les grands historiens ont tous dit que c'est madness, c'est une folie, ça n'a aucun sens, aucune signification. Ce Haj Amin ne jouait aucun rôle dans la prise de décision d'Hitler. Et pas seulement ça, c'est que les massacres en territoire polonais puis russe, c'est-à-dire l'invasion de la Russie de l'URSS avait déjà commencé et les massacres avaient déjà commencé. De sorte qu'il n'avait pas attendu de rencontrer Haj Amin pour commencer le massacre. Ouais, tout ça est absurde. Mais il est revenu et je me suis creusé la tête. Mais pourquoi il a cette obsession de raconter ça? Et je n'ai trouvé qu'une seule réponse possible. C'est que, bien sûr, c'est les Allemands qui ont tué les Juifs et leurs alliés ici et là. Mais l'idée, la conception du génocide juif, ce n'est pas eux. La conception, c'est les Palestiniens et au-delà d'eux, disons les musulmans. Les orientaux, les musulmans. C'est Haj Amin. Haj Amin, c'est les musulmans. Oui. C'est eux qui voulaient. Donc, l'antisémitisme le plus dangereux, il est là. Il est, tant pis, oui, bien sûr, il y a des antisémites du côté des suprémacistes blancs, mais le seul vrai antisémitisme, il n'est pas blanc européen ni blanc américain. L'antisémitisme, c'est les musulmans. Honnêtement, il y a des musulmans antisémites, il y a une histoire d'antisémitisme dans l'islam. C'est d'un niveau incroyablement inférieur à l'histoire de l'antisémitisme en Europe. L'antisémitisme a été un phénomène essentiellement moderne, mais pas seulement moderne, qui a été un phénomène très long, et c'est un phénomène
essentiellement européen. Donc Bien cette sûr. idée est délirante. Mais c'est ça, c'est son lien avec les suprémacistes blancs et avec ce mode de conception de l'histoire qui lui permet cette falsification ahurissante pour un besoin fondamental, c'est de dire les Palestiniens sont un peuple génocidaire. Voilà. Oui, en tout cas, lui est arrivé au pouvoir en Israël, mais quelqu'un qui lui ressemble beaucoup est arrivé au pouvoir dans la plus grande démocratie Oui, occidentale, aux États-Unis. oui, Et nous allons maintenant peut-être passer un peu, parce que le temps avance, d'accord. parce que tu as des chapitres très intéressants dans ton livre sur l'analyse de la diaspora juive américaine, sa différence avec l'européenne et la française en particulier, lorsqu'on compare les lobbies juifs aux États-Unis et les lobbies juifs en France en particulier. En Belgique, c'est encore un troisième cas qui est beaucoup plus intéressant. Moi, je trouve, j'ai passé 10 ans, j'ai été très impressionnée par le fait qu'il n'y a pas une prétention d'un CRIF qui représenterait la communauté juive de Belgique. Il y a plusieurs tendances et avec un grand respect pour la diversité, ce qui n'est pas le cas malheureusement en France, avec le CRIF qui veut prétendre qu'il est le seul représentant, même s'il y a beaucoup de courageux qui le mettent en cause. Mais je Donc, voudrais que tu consacres une partie du temps à cette étude de la diaspora juive américaine aujourd'hui, surtout les jeunes que tu connais bien, et ce que ça signifie pour l'avenir, parce que je veux qu'on parle un peu d'avenir aussi, et d'accord. surtout, puisque tu connais très bien l'establishment démocrate qui vient de gagner les élections, tu connais même le nouveau ministre des Affaires étrangères, comment tu vois la relation avec Israël et la Palestine dans les années qui viennent avec Biden comme président et Blinken comme ministre? Bon, alors j'ai 3 heures devant moi, c'est ça? Presque. Non, on va commencer par on va commencer par la communauté. Euh, alors, il y a une différence, il y a énormément de différences entre les communautés européennes et la communauté américaine. Je vais essayer de nommer les plus importantes. D'abord, la communauté juive américaine, sur le plan démographique, est aussi importante que la communauté juive israélienne. Ça crée dans le rapport à Israël, j'allais dire, un rapport de force différent. La deuxième communauté au monde, c'est la France, mais c'est à peu près 600 000 personnes. Ça veut dire 10 fois moins qu'aux États-Unis. Donc, donc le besoin le fait qu'Israël peut constituer et que le rapport à Israël constitue un élément cardinal de l'identité est absolument plus important en France que ça n'est aux États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un rejet d'Israël, mais ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il y a progressivement une évolution. Alors, à quoi elle est due? Et après, je vais expliquer l'évolution. Mais il y a une différence importante. Le judaïsme américain, quand je dis qu'il a 6,5 millions de personnes, le culte majoritaire est un culte qu'on appelle réformé. Et même, il y en a un deuxième qu'on appelle conservateur, mais même le conservateur est une réforme du judaïsme traditionnel. Et là, il y a une question très importante, c'est que la place qu'occupe la religion dans la vie juive israélienne est devenue absolument prépondérante. Alors que aux États-Unis, ça n'est pas le cas. Parce que d'abord, cette religion est immensément plus diversifiée et que les fondements communautaires sont très différents. La religion, vous savez, on fait toujours dire aux religions ce qu'on veut leur faire dire. Donc, en Israël, la religion telle qu'elle est pratiquée est une religion, on peut dire, très moderne ou archaïque, ou comme tous les substantifs peuvent être utilisés, mais c'est une religion très traditionnelle. La religion juive telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis est très différente. De sorte qu'on peut, chez les réformés, on peut introniser des femmes rabbins, ce qui est absolument impensable dans la religion juive traditionnelle. Bon, je ne vais pas faire la liste, mais bref, l'atmosphère est très différente. Deuxièmement, les Juifs américains, le temps a passé. Et cette idée dans la jeunesse juive américaine, pas forcément qu'il y a l'apartheid dans le rapport entre Israéliens et Palestiniens,
mais que tout cela est très malsain. Et qu'en vérité, quand même, Israël ne pourra pas continuer éternellement à dominer un autre peuple. À un moment ou à un autre, ça doit finir. Cette pensée-là est une pensée qui amène de plus en plus de gens à prendre une distance. Pas forcément dans l'hostilité. Je vais vous raconter une histoire. Voilà. Quand j'ai passé 6 ans aux États-Unis pour le monde, et à un moment, j'avais mal au genou, j'ai été faire de la kiné. Mon kiné, c'était un jeune type de 32 ans de Brooklyn, un jeune juif. Et donc, quand il a su que j'étais journaliste, il aimait bien parler avec moi, on parlait, etc., etc. Et moi, je lui ai dit, mais toi, tu as été en Israël. Il connaissait quasiment rien à Israël. Il m'a dit, oui, j'ai été une fois. Et il m'a dit, j'ai une belle-sœur ou une cousine, je ne sais pas quoi, qui habite une colonie juste à côté d'Hébron. J'étais la voir, je suis sorti épouvanté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de vivre dans un tel endroit? Il y a des Palestiniens dans des villages partout. Pourquoi elle vient là, elle leur prend leur... Ça n'a aucun sens. Et donc, à un moment, je lui dis, mais alors, toi, c'est quoi ton rapport à Israël? Il m'a dit, écoute, je vais te dire un truc très simple. Moi, quand je parle à quelqu'un aux États-Unis, les gens me demandent, quand je dis que je suis juif, les gens me demandent, qu'est-ce que tu penses d'Israël? Tout de suite. J'en ai marre. Moi, je voudrais... J'ai pas d'opinion, il m'a dit comme ça, j'ai pas d'opinion sur l'Uruguay. J'ai pas d'opinion sur le Venezuela. J'ai pas d'opinion sur la Norvège. Pourquoi je dois avoir une opinion sur Israël? Je n'ai pas de rapport avec Israël. Voilà. Il disait un truc, à mon avis, très important. C'est, moi, je veux construire un judaïsme américain. Je n'ai pas besoin d'Israël pour être juif. Ça, c'est très important, parce que ça explique beaucoup de l'évolution de la jeunesse. Alors, il y a un autre élément très important, et Léla a raison de parler de la diversité dans la communauté. Parce que en France, vous avez par exemple que le CRIF. Le CRIF, c'est supposé représenter les institutions juives françaises. En vérité, il y a d'autres représentants, mais le CRIF, 90% de son activité ne consiste pas à représenter les institutions juives, mais à faire du lobbying pour Israël. C'est ça l'activité du CRIF. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a 30 ans, ça n'était pas le cas. Aux États-Unis, il n'y a pas une institution, il y en a deux. Il y a une qu'on appelle Conference of Presidents. Ça réunit tous les présidents des institutions juives. Et l'autre qu'on appelle AIPAC, qui n'est pas un lobby juif, c'est le nom du lobby. C'est le lobby pro-israélien aux États-Unis. C'est son propre nom. Alors, parce que le terme lobby n'a pas la connotation vulgaire ou méprisable que le terme a en Europe. Mais c'est très important qu'il y ait deux institutions différentes. Parce que la Conference of Presidents, même si la plupart des gens et des organisations soutiennent Israël, ce n'est pas leur boulot le soutien à Israël. Leur boulot, c'est de s'occuper de la communauté américaine. Et donc de toute la communauté américaine. Et elle est extrêmement diverse. Et donc, quelle que soit votre opinion par rapport à Israël, vous avez quand même votre place. Ce qui est impensable au CRIF. Ce qui est impensable. Alors, le dernier point, c'est la question des jeunes. Je vais aller très vite. Vous avez aujourd'hui, je vais vous dire un truc, bon, ça résume pas tout, mais ça, à mon sens, c'est un résumé assez intéressant. Vous avez entendu parler de BDS, le mouvement boycott, désinvestissement, sanctions. C'est un mouvement qui a essentiellement pris aux États-Unis. Ça ne marche pas en Europe. Pas mais beaucoup. même aussi en Europe, on a beaucoup non, ça marche aussi. Mais ils pratiquent le BDS. Oui, non, on est d'accord, mais ça n'a pas la dimension américaine. Aujourd'hui, sur les campus américains, il y a vraiment une présence importante de BDS. Eh bien, qui va à BDS? Les gens qui s'intéressent à la question israélo-palestinienne. Eh bien, aujourd'hui, dans BDS, vous avez des Palestiniens, des Arabes et même des fois des musulmans non arabes. C'est la moitié de BDS. Et c'est qui l'autre moitié?
L'autre moitié de BDS, ce sont des jeunes juifs américains. C'est ça l'autre moitié de Ah BDS. bon? C'est C'est-à-dire que intéressant. ça, c'est un phénomène, voilà, exactement comme vous avez des jeunes juifs qui ont été manifestés avec Black Lives Matter. Et ils y ont été massivement. De la même façon, ces juifs se mobilisent parce que beaucoup d'entre eux sont des gens qui ont eu un peu une évolution comme la mienne. Ils ont été vivre en Israël, ils ont vu ce qui se passait, ils se sont dit, c'est pas pour moi. Et je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait ici. Et donc, mais moi, à l'époque, j'avais 20 ans. Et donc, moi, je connais plusieurs cas parmi eux de gens qui, effectivement, ont été dans des mouvements sionistes, etc. Un jour, on les a pris en Israël pour leur faire voir, etc. On leur a rien montré de la Palestine. Quand ils ont demandé à voir quelque chose, on leur a dit, c'est pas important, c'est pas intéressant. Et finalement, ils ont été voir par eux-mêmes et ça les a dégoûtés. Et donc, c'est la génération antiraciste dans le monde entier. Absolument. C'est exactement ça. Le racisme anti-juif, antisémite et le racisme anti-noir sont exactement pareils. Oui, et l'islamophobie et tout le reste. Et donc, aujourd'hui, il y a, je ne dirais pas dans la jeunesse juive en général, mais il y a dans une certaine jeunesse juive, en particulier la jeunesse juive éduquée, puisque le mouvement BDS a particulièrement pris dans le milieu des universités, eh bien, il y a aujourd'hui un mouvement dont moi, pour travailler sur ce livre, j'ai rencontré des bons connaisseurs du judaïsme américain et plusieurs d'entre eux m'ont dit Israël ne se rend pas compte, ou alors ils le font exprès parce qu'ils s'en foutent, mais ils sont en train de perdre le judaïsme américain. Ouais. Et effectivement, on peut penser que Netanyahou agit de manière, comment dire, un peu cynique, parce que le soutien du judaïsme américain, c'est 6 millions de personnes, 6 millions et demi de personnes. Mais le soutien des évangélistes, c'est 50 ou 60 millions de personnes. Et donc, oui, c'est plus important pour lui. Il peut penser, si j'ai 60 millions d'Américains, c'est plus important que si j'en ai 6 millions. Mais je pense que, en réalité, ça va au-delà. C'est-à-dire que pour lui, si un juif tourne le dos au sionisme, eh bien, qu'il crève. Qu'il crève. Il n'est pas là pour défendre les juifs. Il est là pour défendre Israël tel qu'il est. Et ce n'est pas son problème, ce qui arrive au judaïsme américain. Ils veulent se tourner contre Israël, on s'en fout. On a il est même prêt à accepter l'antisémitisme des évangélistes qui sont souvent antisémites et pro-israéliens. Absolument, exactement. Ah oui, tu m'avais posé aussi une question sur les démocrates, pardon. Oui. Bon, alors, donc, toi, durant ton séjour, tu as quand même fait 6 ans. Il y avait Clinton, je pense, comme président. Et, non. J'ai commencé avec Bush fils, et après Obama. Ok. Voilà, est-ce que tu penses que, oui, est-ce que tu penses que Biden et sa nouvelle équipe vont avoir la possibilité de vraiment traiter des questions concernant Israël et la Palestine dans la complexité de la situation intérieure avec ce que Trump essaye de faire, inclut l'assassinat du responsable du programme nucléaire qui peut déclencher même peut-être des événements graves entre l'Iran et les Américains et les Israéliens. Bon, d'abord, la vérité, c'est que je n'aime pas beaucoup faire des spéculations. Donc ça, c'est un peu spéculatif, ce que je vais dire. Prévoir l'avenir, c'est toujours compliqué. Mais ce qu'on peut dire, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. D'abord, malheureusement, on peut le regretter, mais je pense que la question israélo-palestinienne ne sera plus sur le haut de la pile sur le bureau de Biden. Chez Trump, c'était sur le haut de la pile parce que c'était un intérêt de politique interne américaine. Parce que Trump, dès qu'il avait besoin de câliner sa base, c'était quoi Trump? C'était les évangélistes et les nationalistes. Voilà. Donc, blancs, les suprémacistes. Blancs, bien sûr, les suprémacistes, etc. Mais pas seulement, de manière générale, les nationalistes. Bon. À un moment, il a essayé de faire venir Bolton, qui en est l'incarnation. Ça n'a pas marché, mais peu importe. Mais pour en venir, donc,
Biden, alors Trump le mettait pour des raisons de politique interne. Sinon, honnêtement, je pense qu'il se fout totalement des Israéliens autant que des Palestiniens. C'est vraiment. Je ne pense pas que Biden s'en fout, mais je pense que assez naturellement, la Chine sera évidemment sa préoccupation principale, mais ça, on en a pour 30 ans, ou peut-être plus. Mais dans la région, pour lui, la question clé, c'est l'Iran. Ce qu'il a dit sur l'Iran laisse croire qu'il veut à la fois revenir à la table des négociations et à la fois essayer de ne pas revenir à l'accord tel qu'il avait été signé donner des garanties sans revenir à l'accord. Je crains que ça soit impossible. Parce que les Iraniens ont toujours dit depuis le début, nous, si vous voulez parler des missiles balistiques, on n'a aucun problème, on veut bien négocier. On veut négocier sur tout ce que vous voulez. Mais la première chose, vous revenez à ce qui a été signé. L'Amérique a signé, elle doit respecter ses engagements. Quand vous avez respecté vos engagements, on discutera de tout ce que vous voulez. Donc, modifier cette position de principe, bon, il y aura des discussions dans la coulisse, etc., mais il y a des élections bientôt en Iran. Ce n'est pas évident. Ça fera une pression sur Biden. Oui, ça fera une pression. Parce qu'il a besoin. C'est sûr que si Khamenei décide, parce que finalement c'est lui qui va décider qui est-ce qui dirige le pays, et qui décide de redonner le pouvoir aux conservateurs, ça deviendra beaucoup plus compliqué. Donc s'il veut avancer, il a intérêt quand même à aller dans le sens de ce que demandent les Iraniens. Mais ça lui posera des problèmes intérieurs, avec le Congrès en particulier. Donc ça sera très compliqué. La question israélo-palestinienne ne sera vraiment pas la priorité. Je pense même que la question du Golfe et des Émirats et de l'Arabie saoudite sera prioritaire, plus que la question israélo-palestinienne. Ce n'est pas pour l'éternité, mais c'est une phase historique comme ça. Alors, la nomination de Blinken n'est pas de très bon augure, à mon sens. Blinken est quelqu'un qui a été formé dans le cercle des Clinton. D'abord chez le président, puis chez Hillary Clinton. Il aurait de toute façon été nommé, si Hillary Clinton avait gagné il y a 4 ans contre Trump, si elle avait été élue, il aurait déjà été secrétaire d'État. Ça, c'était certain. Mais aujourd'hui, Biden l'a pris lui. Alors, évidemment, il y avait d'autres personnes qu'on pouvait prendre. Parce que lui est quelqu'un qui entretient quand même une relation de proximité importante avec les milieux israéliens. C'est vrai qu'il était évidemment plus proche des milieux travaillistes qui ont quasiment disparu, mais il était plus proche de cette mouvance-là, mais il n'était pas si loin de Netanyahou, il sera plus proche de Gantz que de Netanyahou, mais ce n'est pas quelqu'un qui va être capable, à mon sens, j'espère me tromper, je crains, pour diverses raisons, qu'il ne sera pas quelqu'un qui sera capable d'embrasser l'enjeu tel qu'il est aujourd'hui. Et le problème de fond, à mes yeux, c'est qu'on ne peut pas, en 2021, revenir à ce qu'il y avait avant 2000. 21 années ont passé. Il y a eu une colonisation épouvantable, la pire de toutes dans ces 21 ans, comparée aux 30 ans qui ont précédé. 2 fois et demi supérieur aux 30 ans précédents. Et donc, aujourd'hui, la question qui se pose, à mes yeux, mais c'est plus la question de 2 États, côte à côte, etc., etc. À l'époque, rappelez-vous, quel était le message que les Israéliens et les Américains ont dit à Arafat? Ils ont dit, si vous faites la paix, et si vous arrivez à faire la paix avec les Israéliens, vous aurez la terre. Et vous aurez la terre, ça veut dire que vous aurez un État. Aujourd'hui, cette hypothèse-là, à mon sens, est morte. Est morte. D'abord parce que les Israéliens n'en veulent pas du tout, et ensuite parce que les Palestiniens n'y croient plus du tout. Donc, c'est quoi l'option? La seule option, c'est d'inverser la logique. La question, c'est l'occupation. Si l'occupation cesse,
alors, vous savez quoi? Je ne suis pas sûr qu'il y aura tout de suite un grand amour entre les Palestiniens et les Israéliens. Peut-être, peut-être que pas. Et s'il n'y a pas un grand amour, je serai le premier à le comprendre. Parce qu'après ce qu'on a fait subir aux Palestiniens, pourquoi? Ils ne vont pas venir embrasser les… Comme ils l'ont fait en 93. Ils ne vont pas se faire avoir une deuxième fois. En revanche, si l'occupation se termine, alors la voie sera ouverte. Il y aura un État palestinien, ça ne dépendra pas de la décision israélienne. Et la voie sera ouverte à une possible paix et plus si affinité. Est-ce que Biden et Blinken sont capables de comprendre ça? Que les Israéliens eux-mêmes ne viendront pas à cette conclusion par eux-mêmes. Il faudra la leur imposer. Pourquoi ils ne viendront pas? C'est long, compliqué, en deux mots. Parce que même si le rapport démographique est le même, il est très problématique pour eux. C'est-à-dire que le rapport démographique fait que quoi qu'ils fassent et quelle que soit leur domination, ils ne gagneront jamais, ils ne peuvent pas gagner. Pour les Palestiniens, il suffit de rester, ça suffit. Et les Israéliens n'ont pas gagné. En revanche, pour faire la paix, il faut renoncer au bénéfice de l'occupation. Tout seuls, ils ne le feront pas. Donc ça signifie que c'est le rôle des grandes puissances, c'est le rôle du Conseil de sécurité, c'est le rôle de la diplomatie internationale. Est-ce que Trump va le comprendre? Est-ce que Biden va le comprendre? Est-ce que Blinken en est capable? Personnellement, j'en doute beaucoup. Alors moi, j'ai des Américains qui me disent, fais attention, Biden, il a l'air de père tranquille et tout, ça peut être un homme extrêmement dur, et s'il a besoin de dire des choses dures, il les dira. Peut-être, on verra. Une question. Je suis tout à fait d'accord sur la primauté de la fin de l'occupation. Oui. Comme acteur de l'histoire, comme déclic d'un moment historique, parce que je suis d'accord avec vous. Tout ce qui existait avant n'existera plus. Ni la forme d'intifada, ni des pourparlers, ni deux États en négociation. Mais par contre, quel va être le rôle de la société israélienne, de la société, des forces vives de la société israélienne et de la société palestinienne pour amener cette fin de l'occupation, avec les puissances, bien sûr, qui ont du poids face à Israël? C'est très difficile de répondre à cette question, parce que il faut que ces deux sociétés soient confrontées à une alternative nouvelle. Si tu demandes aujourd'hui aux deux sociétés, si on demande aux Israéliens, je le cite dans mon bouquin, il y a à peu près 70% des Israéliens qui sont pour garder les territoires en partie ou laisser quelques bantoustans aux Palestiniens, ou en totalité. Bon. Et du côté palestinien, personne ne croit à un accord avec les Israéliens, personne ne croit au retrait des Israéliens. Il y a beaucoup de Palestiniens aujourd'hui qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger en leur disant si tu t'arranges. Il y a beaucoup d'Israéliens aussi, on en parle beaucoup moins. Mais où les jeunes Israéliens, il y en a qui partent. Mais chez les Palestiniens, il y a du découragement, il y a beaucoup de découragement. Il y a des gens qui disent aux enfants, écoute, va dans les Émirats, va au Caire. Avant, on disait au Caire, maintenant beaucoup moins. Mais va dans les Émirats, va étudier là-bas, va étudier si tu peux. Alors, si tu peux aller aux États-Unis, c'est la merveille, bon, etc. Et ceux qui ont les moyens. Et donc, il y a un profond. Donc, c'est pas pareil de venir avec une offre. Oslo, c'est un tel coup de tonnerre, ça bouleverse complètement les deux côtés. Moi, j'ai vécu en partie la relation entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 an, jusqu'à Baruch Goldstein. Quand il va commettre l'assassinat au caveau des patriarches, il sait ce qu'il fait. C'est fini après. Surtout que Rabin refuse de les évacuer. C'est terminé. Oui. Mais jusque-là, quelle erreur. Mais jusque-là, j'ai vu, il y avait des phénomènes extraordinaires. Oui, moi, j'allais du côté palestinien. Toi aussi, c'était fantastique. Bon, alors, aujourd'hui… On n'a pas rêvé. On n'a pas rêvé. Mais pour que ça revienne, il faut un événement et qu'il soit un événement extérieur. Ça ne viendra pas des deux sociétés. Je ne le crois pas. Et ça ne viendra pas non plus des deux niveaux politiques. Je ne crois pas qu'il y ait un personnel politique israélien aujourd'hui en capacité de dire à sa population
nous devons quitter l'intégralité des territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, et qu'il ait une majorité. Et je ne crois pas en la capacité de Mahmoud Abbas et de la direction actuelle de l'OLP de convaincre la population palestinienne d'entrer dans une quelconque négociation avec les Israéliens pour un quelconque intérêt. Voilà. Donc, poser la question que tu poses dans la situation actuelle, ma réponse ne peut être qu'extrêmement pessimiste. En revanche, si effectivement, je ne sais pas quand, pas demain, mais après-demain, ou dans 3 ans, ou dans 5, s'il y a, pour une raison ou pour une autre, une unité au niveau du Conseil de sécurité, de mettre un terme à ce drame et de le faire, parce que pour qu'il y ait une unité, il faut que la logique d'un partage relativement paritaire intervienne, sinon rien n'arrivera. Eh bien, si ça advient, à ce moment-là, je pense qu'on ne peut faire la paix que contre le désir des Israéliens. Les Israéliens, comme l'a écrit je crois que c'est Nathan Fral qui a écrit ça, non, je crois que c'est lui, ils n'ont aucun intérêt à faire la paix. Ils pensent qu'ils ont trop à perdre, donc pourquoi faire la paix? La situation actuelle, bon, de temps à autre, il y a un attentat. Il n'y a aucune pression sur eux, aucune pression sur eux. Il y a l'impunité absolue. De temps à autre, il y a un attentat, et ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. On vit avec depuis si longtemps qu'il n'y a pas de problème. Sylvain, est-ce que tu vois un rôle de l'Union, puisqu'on est quand même nos européenne. amis de l'ABP, Oui. Est-ce que tu vois un rôle de l'Union européenne dans tout ce qui va venir? Est-ce que j'en vois un? Oui. Est-ce qu'elle va le faire? Une possibilité. Est-ce que tu non, crois oui, je pense. C'est-à-dire que il y a 2 choses à dire. D'abord, des 2 côtés, il y a le sentiment d'un retrait américain. Il y a un sentiment, pardon, je n'ai pas entendu. D'un retrait américain de la région. Oui, oui. Il y a un sentiment que finalement, ce qui intéresse là. Il y a un retrait. Il y a un retrait américain, indiscutable. D'ailleurs, ce qui vient de se passer en Iran, on peut se demander, moi personnellement, je peux me tromper, mais je pense que Trump ne va pas faire d'opération importante sur l'Iran, mais on ne sait jamais avec ce fou. En revanche, non, mais c'est vrai, en revanche, il y a encore si c'est vraiment les Israéliens qui l'ont fait, soit ils l'ont fait avec l'accord américain, soit ils l'ont fait à la demande des Américains. Et de ce point de vue-là. Et des Saoudiens. Et vraisemblablement des Saoudiens et des Émirats, oui, vraisemblablement. Donc, on ne saura, si on sait la vérité, on la saura dans longtemps. Pas, logiquement, on la saura pas rapidement. Mais de ce point de vue-là, je veux dire, quelqu'un qui tape, si on tape sur l'histoire montre quelque chose. Voilà. Je veux dire qu'à chaque fois que les États-Unis ont dit non à Israël, à chaque fois, c'est Israël qui a plié. C'est historique. On ne va pas faire Quand Israël est rentré en 1948 dans le Sinaï, Truman a appelé Ben Gurion en disant « Vous êtes fous, vous êtes malade, vous voulez renverser la monarchie égyptienne, vous êtes complètement fous, allez hop, dehors, 24 heures. » 24 heures. Quand ils ont gardé Gaza en 1957, exactement. Eisenhower a appelé en disant, mais il a réglé la question hongroise, et après il est revenu, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez hop, dehors. Une semaine. En une semaine, ils étaient dehors. Enfin, on pourrait donner à chaque fois, si vous voulez, on pourrait donner tous les exemples. À chaque fois que les États-Unis leur ont dit, c'est comme ça, ou sinon ça va barder. Quand Baker a dit à Shamir, quand Shamir a dit, je ne viendrai pas à la conférence de Madrid, Baker a dit, il n'y a aucun problème. Vous êtes un État souverain. Vous faites ce que vous voulez. Mais l'aide américaine que vous nous fournissons, vous pouvez la mettre où je pense. Eh bien, ils sont venus. Voilà. Donc, c'est ça. Les Israéliens passent leur temps à dire, les Arabes ne comprennent que la force. La vérité, c'est que c'est l'inverse. C'est eux qui systématiquement ne comprennent que le langage de la force, malheureusement. Donc, s'il n'y a pas cette force-là, je ne vois pas comment ça évolue. À ce moment-là, il y aura des évolutions.
après, je ne suis pas devin, je ne sais pas comment. Des deux côtés. Est-ce qu'il y aura une réunification? La réunification, par exemple. Est-ce que les Européens, c'est-à-dire que si les Américains ne jouent... Oui. Seront capables de soutenir les Américains dans une décision comme celle-là à l'égard d'Israël? Le problème, je poserai la question différemment. Si les Américains se retirent, est-ce que les Européens sont intéressés à prendre la place? Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Est-ce que les Européens feront alliance avec les Américains pour aller dans ce sens-là? Mais l'alliance avec les Américains, oui. J'hésite à répondre. Normalement, oui. Mais l'Europe a été tellement décevante jusqu'à présent, à mes yeux, tellement décevante sur la question israélo-palestinienne, que je ne vais pas pronostiquer brusquement un réveil européen. Il ne faut pas oublier que ce genre de questions nécessite unanimité. Tu es la première à le connaître au niveau de l'Union européenne. Et qu'il n'y a pas de position commune, et que l'Allemagne est toujours hésitante, et que la Hongrie et la Pologne aujourd'hui, c'est leurs copains. Donc, voilà. Donc, alors quelqu'un, je lis, c'est la Russie qui va prendre la place des Américains. Oui et non, je ne crois pas que la Russie veuille prendre la place des Américains. Ils n'ont d'abord pas les moyens, je pense. Non, ni les moyens financiers, ni les moyens militaires. Enfin, c'est plus compliqué que ça. En revanche, ils veulent avoir un rôle politique beaucoup plus important. Ça, oui. Et ils l'ont, de facto, ils l'ont déjà. De facto, ils l'ont déjà. Prendre la place, alors là, voilà. Donc, la réponse à l'Europe, c'est une réponse en point d'interrogation. C'est difficile, voilà, de répondre. C'est-à-dire que lorsqu'on voit aujourd'hui le débat au sein de l'Union européenne, avec la Hongrie et la Pologne sur la question des droits de l'homme, on a l'impression quand même tard, certains pays se réveillent et que les droits de l'homme ne sont plus seulement de l'encre sur du papier qui sont dans les résolutions, mais qu'ils sont en train de voir exactement que pour l'enveloppe extraordinaire d'aide de l'Union européenne, il y a maintenant pour la première fois une conditionnalité pour les pays qui violent le droit. Comment est-ce que les Européens peuvent la pratiquer à l'égard de la Hongrie et de la Pologne et pas à l'égard d'Israël? Et toi, tu connais cette question beaucoup mieux que moi. Tu sais comment fonctionne l'Union européenne, beaucoup mieux que moi. Toi, tu penses, toi, que la question actuelle, le litige actuel avec les Polonais et les Hongrois peut permettre une ouverture qui arrive jusqu'à la question palestinienne? Non, pas du tout directement, mais je dis aussi, parce qu'il faut quand même savoir être un peu autocritique, si les Palestiniens faisaient ce qu'il fallait pour, avec leurs amis, comme nos amis de l'association belgo-palestinienne ou nos amis de la plateforme des ONG, de la FPS, s'ils faisaient le travail de lobbying nécessaire, nous pouvons, parce que ce qui se passe, il y a un phénomène d'universalisation des combats. Le combat contre le racisme, le combat contre, nous voyons en France aujourd'hui le plus grand débat sur l'islamophobie, les actions terroristes européennes. Les combats ne peuvent plus s'arrêter à des frontières nationales. Et le repris nationaliste ethnique, comme tu l'as décrit en Israël et qu'on retrouve dans certains pays d'Europe, est quelque chose aussi qui menace l'Europe. Mais il faudrait, moi je trouve que nous ne faisons pas notre travail, nous, comme diplomatie palestinienne, les militants palestiniens, la société palestinienne, les ONG palestiniennes font un travail remarquable, mais pas les autorités officielles. Et donc, c'est pour ça que nous avons aussi un blâme à assumer nous-mêmes. Et c'est pour ça que ce que fait la BP, ce que fait la plateforme, ce que fait la FPS et tous nos amis à travers le monde, parce qu'ils vont dans les parlements, ils vont dans les milieux intellectuels, ils pratiquent le BDS, ils font un vrai travail qui est une pression sur les instances politiques de chacun de ces pays. Mais je trouve que nous ne faisons pas assez notre travail. Ça ne veut pas dire qu'en Palestine, il n'y a pas des gens qui le fassent. Au contraire, je dirais qu'il y a une nouvelle génération, inclus, d'ailleurs tu la connais, aux États-Unis. Nous avons pour la première fois des députés d'origine palestinienne au Congrès. Et aux dernières élections, oui, il y en a deux de plus. Non, maintenant, l'adjointe au conseiller juridique de Biden
est une jeune Palestinienne qui s'appelle Doudine, qui vient de Hébron et qui est née aux États-Unis, mais dont les parents sont nés à côté de Hébron. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de changer. La diaspora palestinienne qui a éclaté, comme un peu pour ce que tu dis sur Israël, il y a aux États-Unis des millions de Palestiniens qui sont américains aujourd'hui et qui jouent aussi leur rôle dans le monde intellectuel, dans l'académisme, mais en politique aussi. On a une élue au Congrès qui est d'ailleurs très fière d'être palestinienne. Mais je pense que nous devons revenir à un travail de tissage. Je vais devoir conclure. Merci Sylvain pour tout, parce que c'est tellement intéressant que Nadia ne nous a même pas donné des questions du public. Alors j'en ai une question. Oui. Qu'est-ce que c'est la question? Alors quelqu'un m'envoie par WhatsApp, est-ce que l'accusation d'apartheid commence à résonner en Israël vu les nouvelles fuites en avant? Alors il y a un article qui est sorti il y a 2 jours dans Haaretz en anglais, on Wikipédia. Israel is losing the battle against the world apartheid. Voilà. Donc, en Israël perd l'apartheid. Alors, c'est quelque chose, on ne peut pas dire qui préoccupe la population, mais qui préoccupe les élites. Le fameux ministère de la sécurité, etc., qui lutte contre BDS et l'accusation d'apartheid, etc., honnêtement, ils se rendent compte que plus ils luttent et plus ce mouvement prend d'ampleur. De ce point de vue-là, oui, la réponse est oui. Et une partie des Israéliens en sont conscients de plus en plus. Voilà. Oui, Sylvain, pour qu'on ne soit pas coupé, on va juste dire au revoir à nos amis. Merci beaucoup Nadia, merci à l'ABP, merci à Pierre qui, depuis tellement d'années, travaille à soutenir cette association géniale qui se rajeunit et que je suis très heureuse de retrouver. Et tu sais, Nadia, on peut continuer à faire ce genre de Zoom et de conférences avec des chercheurs palestiniens, israéliens, français, quand tu veux, puisque on a trouvé le système. Et si ça marche, si le public te dira qu'il était content, je serai très contente de continuer à le faire avec vous à partir d'ici ou même à partir de Beyrouth où je me rends bientôt. Alors, au revoir à tous les amis de l'ABP, de la plateforme, de la FPS, ceux qui ont décidé de regarder sans être membres de ces associations. Et j'espère à très vite. Et demain est la journée internationale de solidarité avec la Palestine que l'ABP a toujours, et moi pendant 10 ans avec eux, toujours commémoré. Je trouve que ce que nous a raconté, expliqué et brillamment montré Sylvain est une magnifique manière de rappeler combien la solidarité est importante, plus que jamais, pour la Palestine en cette veille de 29 novembre. Et merci à l'ABP. Merci à vous pour cette superbe conférence. C'était vraiment super intéressant. Je ne voulais pas vous couper avec les questions. On refera une séance pour répondre aux questions parce que c'était passionnant. Et donc voilà, nous, à l'ABP, on a lancé une campagne qui s'appelle This is Apartheid, qui dénonce l'apartheid que subit le peuple palestinien. On a même un dépliant, c'est comme ça que vous avez eu votre affiche avec ça, qui développe un peu toute la situation que subit le peuple palestinien. Donc vous trouverez tout ça sur notre site et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres webinaires. Et mille merci à vous, merci Leïla, merci Sylvain Sipel, c'était formidable. Merci à tous les techniciens qui t'ont aidé à pouvoir transmettre. Merci, oui à eux. À bientôt. Au revoir les amis de Belgique. À bientôt, j'espère, après la fin du confinement. Oui, avec grand plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Oui.